Bonjour, je suis Olivier Tosseri, le correspondant à Rome pour l'Italie du quotidien Les Échos. Donc, merci pour votre présence, merci à la Villa Médicis de nous accueillir. Je ne vais pas rappeler l'importance des entreprises familiales dans le capitalisme et français et en particulier italien. On l'a vu depuis le début de l'après-midi. Qui dit capitalisme familial dit évidemment pour le fondateur et le chef d'entreprise transmission de son entreprise, dit inscription dans le temps, dans la durée. Et dans ce cas de figure-là, l'Italie évidemment est un cas d'école pour sa structure économique et également pour l'époque à la fois l'époque de crise qu'on traverse et dont elle est en train de sortir, mais aussi les questions démographiques que l'Italie doit affronter. Je vais juste vous donner quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une photographie assez précise et claire de la situation. Comme vous le savez, 40%, près de 40% des entreprises, des 300 plus grandes entreprises italiennes sont familiales. 60% des entreprises qui sont cotées à Piazza Affari à Milan sont des entreprises familiales. Les 3/4 des PME-PMI qui opèrent dans le secteur manufacturier. Et évidemment, ces entreprises-là, qui sont familiales, ont la question de la transmission qui s'oppose de manière assez pressante actuellement. Il y a seulement 30% des entreprises qui survivent à leur fondateur et seulement 13% des entreprises qui arrivent à la 3e génération. La transmission, c'est une question qui va se poser pour une entreprise sur 5 d'ici 2022 et c'est tellement important que la Confindustria de Lombardie a mis en place d'ailleurs une structure pour essayer d'accompagner, d'aider, de conseiller les chefs d'entreprise dans ce passage délicat. Il y a la moitié de ces entreprises familiales qui ont à leur tête un sexagénaire et un quart qui ont à leur tête un septuagénaire. Donc évidemment, la question se pose de manière pressante. Quand c'est bien préparé, ça permet à l'entreprise de prendre son essor. On l'a vu récemment avec Ferrero, par exemple, qui, avec la nouvelle génération, a pris un véritable élan, notamment à l'international. Quand c'est mal préparé, ça peut donner lieu à des crises, surtout à des ventes ou à des disparitions d'entreprises. Récemment, un président du Conseil italien, un ancien président du Conseil italien qui maintenant a entamé une nouvelle vie, une nouvelle carrière à Paris, disait qu'en parlant des rapports économiques franco-italiens qui sont parfois sujets à incompréhension, sujets à tension, que ce qui les caractérisait, c'était leur trop proche similitude, leur proximité, et qu'on souffrait, ces relations franco-italiennes, d'être trop similaires dans trop de choses. On va voir si c'est le cas également dans la transmission intergénérationnelle, c'est le thème de la table ronde de cet après-midi. Et per cominciare, volevo parlarne con Pour commencer, je voulais en parler avec Alberto Noverese, qui est le président de Sati, une entreprise familiale avec 85 ans d'histoire. Vous en êtes à la 3e génération et en 2012, vous avez reçu le prix Padre in Figlio, c'est-à-dire de père en fils, pour le meilleur passage générationnel. Vous êtes donc une exception dans le secteur. Merci beaucoup de m'avoir donné donc de ce titre d'exception. Et généralement, c'est un titre qui est associé à notre entreprise pour ce passage des générations, ou surtout des caractéristiques que ce passage a revêtues. Alors, je suis la 3e génération d'entrepreneurs. Avant moi, mon grand-père qui a été le fondateur, et puis mon père qui est gravement malade
quand j'avais à peu près 35 ans, m'a passé la direction de l'entreprise. Et là, il y a eu le grand problème qui s'est posé de mon point de vue personnel, c'est-à-dire si suivre les traces de mon grand-père et de mon père sans rien changer, ou sinon de profiter de ce passage générationnel pour rendre l'entreprise plus moderne. Dans notre cas, ceci signifiait pratiquement la révolutionner du point de vue organisationnel, parce qu'elle était structurée comme les entreprises des années 50, 60, familiales. C'est-à-dire qu'il y avait un patron, un directeur administratif qui faisait tout, qui était un homme de confiance, et un directeur de production. Donc, il n'y avait pas aucune autre direction et il y avait 500 employés, donc une structure très plate. Quand j'ai pris la direction, ma décision, parce que ce qui est... Je dis que je suis un entrepreneur qui est né dans l'éprouvette parce que ma vie a été planifiée depuis ma naissance. Ceci peut être dit quand j'avais 5 ans. Mon grand-père m'emmenait dans l'usine et me disait « Un jour, tout ceci sera à toi ». Et je ne comprenais pas, mais je suivais quand même mon grand-père. Mais après, c'est mon père qui me l'a répété. Et quand j'ai eu à peu près 14 ans, quand j'ai dû choisir donc l'école supérieure, j'ai choisi le Liceo Classico, c'est-à-dire des études classiques. Et quand j'ai cru pouvoir décider l'université, ils m'ont inscrit à l'université Bocconi. Donc, à 22 ans, j'étais déjà un entrepreneur. Et nous avions même la maison dans l'entreprise depuis 8 mois. Donc, on peut dire vraiment que je suis vraiment un entrepreneur qui a été fait en éprouvette. La scolarité, je veux dire par là l'université technique que j'ai fait, que mes parents m'ont fait faire, m'a permis de voir l'entreprise de façon assez détachée, alors que mon grand-père et mon père avaient l'entreprise dans le sang. Moi, j'ai dû la voir dans le cerveau, donc j'ai pris une certaine distance et j'ai pensé donc que comme j'étais la troisième génération, il faisait peut-être, je voulais rentrer dans le 13% des entrepreneurs qui survivent. Je savais à l'époque qu'il y en avait très peu. Et donc chercher à avoir une approche entrepreneuriale aussi au niveau du changement générationnel. Je me suis dit, je ne sais pas si je serai à la hauteur de mon grand-père et de mon père. Alors, mon père, qui avait une maîtrise en lettres anciennes, a réussi à gérer une entreprise. Moi, je sortais de la Bocconi, donc, mais j'ai pensé, n'exagérons pas, parce que c'est vrai que j'ai fait des études techniques, mais je n'ai pas encore d'expérience. Et donc, j'ai commencé à mettre en pratique ce que disent les livres, c'est-à-dire j'ai procédé à un processus de managérialisation de l'entreprise. Ça a été un processus assez compliqué et surtout qui a été un petit peu douloureux, c'est-à-dire que nous avons inséré des éléments dans des positions cadres pour tester ces personnes et voir qui d'entre elles donc se serait intégré à l'intérieur de l'entreprise. Donc, pour la première fois, nous avons eu ce qu'on appelle en anglais un middle management. Et pour ce qui est du forum d'aujourd'hui, le pas important, c'est que nous avons nommé un administrateur délégué externe par rapport à la famille, et ceci a été très délicat, disons, pour la famille, parce que pour la première fois, la famille se détachait de la gestion directe de l'entreprise et laisser la gestion à une personne tierce. Donc ça a été très difficile, assez long. Aujourd'hui, j'en suis très satisfait. Mais dans les 18 ans pendant lesquels cette expérience s'est développée, il y a eu des moments de grande difficulté. Aujourd'hui, nous en sommes au deuxième administrateur délégué, mais la première a été très traumatique. Je crois aussi que ce sont les expériences nécessaires. C'était la première fois que ma famille devait interagir avec une personne tierce. Et donc, il fallait, disons, un peu calibrer cette nouvelle relation.
Donc, après l'échec de la première tentative, je crois que le 50% de responsabilités sont de l'administrateur délégué qui n'était pas réussi à comprendre les valeurs de la famille, mais l'autre 50%, c'est dû à la famille, c'est-à-dire à moi-même, qui n'a pas su le gérer de la meilleure des manières, mais c'était aussi, je peux dire, une tentative, donc c'est normal aussi que la première fois, le prix à payer puisse être très élevé. Aujourd'hui, nous en sommes au deuxième administrateur délégué et je peux vous dire aussi, pour répondre à la question qui m'a été posée, que c'est une expérience extrêmement positive. Il faut bien évidemment beaucoup de travail et beaucoup d'engagement de la partie de la famille qui doit, comme je le disais, rentrer en syntonie, donc trouver une symbiose, disons, avec l'administrateur, avec ses perspectives de carrière. Nous savons que les administrateurs délégués sont généralement des personnes qui ne sont pas très fiables, qui tendent à changer d'entreprise. Donc, ils ont des objectifs à court terme ou à moyen terme. Donc, dans notre cas, il devait réellement devenir l'entrepreneur de la famille. Donc, nous voulions quelqu'un qui restait fidèle à l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons donc une personne qui est comme ça et nous travaillons ensemble depuis 9 ans, quasiment 10. Nous sommes tous les deux contents. Quels sont les secrets? Les secrets, ce sont tout d'abord les erreurs que nous avons faites au début, qui nous ont beaucoup appris. Donc, si vous devez faire comme nous avons fait, je vous souhaite bonne chance. C'est une expérience qu'il faut faire, parce que c'est vrai aussi que les fils et les enfants et les petits-enfants n'ont pas nécessairement les mêmes aptitudes et les mêmes qualités que leurs parents et que leurs grands-parents. Donc, je crois qu'on arrive à 4% après la 4e génération. Donc, mes fils auront affaire à ce pourcentage très bas de 4% et mes petits-fils avec un pourcentage probablement encore plus bas. Je le répète encore une fois, il s'agissait de rendre l'entreprise un peu moins dépendante d'une seule figure de gestion qui dépendait de la famille. Il s'agissait pour la famille, c'est-à-dire pour l'entrepreneur, de changer de travail, donc non pas de se détacher de l'entreprise, mais de trouver un nouveau rôle, c'est-à-dire de laisser l'autonomie dont il a besoin à l'administrateur délégué, mais trouver aussi un rôle de, pour ainsi dire, tutorage et contrôle et d'adresse stratégique par rapport à cet administrateur délégué. Malheureusement, le grand défaut des patrons, et excusez-moi si j'emploie ce terme, c'est que tous ceux qui ont une entreprise pensent qu'elle doit survivre pendant des générations et des générations. Donc, on a toujours des objectifs qui vont outre même le délai de notre vie humaine. Donc, on veut que l'entreprise passe à nos fils, à nos petits-fils, alors que l'administrateur délégué a des objectifs à court terme, moyen terme. Donc, on doit arriver, disons, à un compromis entre les deux. Donc, le travail le plus grand, je dirais, quand on nomme un administrateur délégué et puis ensuite, quand on le côtoie pour lui apprendre le travail, c'est de comprendre quels sont les objectifs à court, à moyen et à long terme et à trouver un accord entre les deux parties. Et donc, dans la première expérience, ceci n'a pas marché. Dans la deuxième expérience, ceci était en train de très bien marcher. Il n'est même pas italien, en fait. Il parle très bien italien. Il fait partie de ce qu'aujourd'hui j'ai défini en fait les Français masqués ou les Italiens masqués. Et on ne comprend pas très bien comment ils sont finis en Italie, mais enfin, disons que jusqu'à présent, c'est une très bonne expérience. Merci Alberto.